Dans l'actualité ce soir, la tempête est passée, la vigilance est levée. Pas de gros dégâts, mais près d'1 million de foyers ont été privés d'électricité. Le retour à la normale s'effectue peu à peu. La fronde du monde de l'université et de la recherche, entre 40 et 80 000 personnes ont défilé en France. Pour ou contre la réforme du statut, nous entendrons les arguments dans un instant. Elle avait été brûlée vive parce qu'elle refusait d'épouser un homme. Le procès de l'agresseur de Sherazade Belaïni, 21 ans, s'est ouvert aujourd'hui à Bobigny. La victime souhaite en faire une affaire exemplaire. Retour à la case départ en Guadeloupe. François Fillon écarte l'idée de subventionner les entreprises pour qu'elles augmentent les bas salaires. Yves Gégaud retourne sur place ce soir. La visite surprise de Nicolas Sarkozy en Irak, c'est la fin d'une parenthèse diplomatique. Il invite les entreprises françaises à investir pour la reconstruction. Enfin, la réforme de l'hôpital avec les regroupements locaux des services de chirurgie. Il faudra aller plus loin pour se faire opérer. Dans ce journal, l'exemple du Jura, c'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Plus de peur que de mal, c'est donc le bilan de cette tempête qui a balayé la France d'ouest en est ces dernières 24 heures. Les vents ont été un peu moins forts que prévu et surtout, l'alerte a bien fonctionné. Les consignes de prudence ont été respectées. Images rassemblées par Franck Genozo. Pour les marins, le retour au port ne fut pas toujours de tout repos. Mais au final, ces 24 heures de tempête furent moins intenses qu'il y a 3 semaines. Les premiers dégâts interviennent en Loire-Atlantique, peu avant minuit. Une centaine d'interventions pour les pompiers, mais pas de victimes. On s'est aperçu qu'il y avait une partie du toit qui s'était envolée. On va essayer de consolider les quelques ardoises qui sont envolées de manière que la toiture n'ait pas plus de dégâts. Le cœur de la tempête sévit en fait 2 heures plus tard en Vendée. Au Sable d'Olonne, le chapiteau de la course du Vendée Globe est en train de se déchirer. Et ce qui est à craindre justement, c'est que le vent s'engouffre à l'intérieur et on explose un petit peu toute la structure. Il y a une personne inconsciente. Philippe, il y a une personne inconsciente. C'est un agent de sécurité, heurté par une barrière métallique. Légèrement blessé, il est conduit à l'hôpital. Le chapiteau, quant à lui, s'effondre quelques minutes plus tard. Plus au sud, en Gironde, le vent souffle fort. Mais ce sont les inondations qui préoccupent les pompiers. En raison du fort coefficient de marée, certaines routes sont coupées. Vous voyez du courant, donc on ne pourra absolument pas passer. En quelques heures, la tempête traverse la France. Vers 8 heures, près de Besançon, un camion, déporté par le vent, perd son chargement. L'autoroute A36 reste coupée une bonne partie de la matinée. En Alsace, les dégâts sont légers. Et c'est dans les Vosges que le vent souffle finalement le plus fort. Quelques routes bloquées, pas de blessés. La tempête quitte la France. Il est 16 heures, l'alerte orange est levée. Un impact limité donc, rien à voir avec les dégâts provoqués dans le sud-ouest le mois dernier. En revanche, le réseau électrique a souffert. Plus de 200 000 foyers restent encore privés d'électricité ce soir. Vincent Fischmann, Jean-François Monnier. Entre bougies et lampes de poche, le système D s'est invité dans la maison au petit matin. J'ai chauffé mon mono sur le gaz et j'ai déjeuné à la bougie, tranquillement. Il y en a qui chauffent au bois, donc ils ont un petit peu moins de soucis. Dans ce village de la Nièvre, le gros de la tempête est arrivé dans la nuit. À 2 heures du matin, tout le monde avait fermé ses volets pour éviter la casse. Des volets électriques. Du coup, la nuit et le froid n'ont pas quitté les maisons. Alors on a 1, 2, 3 pulls verts. Faut pas avoir froid. Faut pas avoir froid. Toute la matinée, les agents d'EDF ont compté les poteaux à terre et les câbles arrachés. À l'aube, en Bourgogne, 105 000 foyers étaient privés d'électricité. Donc là, la ligne sera réparée ce soir. On va réalimenter des gens ce soir. Après, combien de temps ça va durer, je sais pas. À des centaines de kilomètres de là, en Charente-Maritime, au réveil, la même surprise. Dans cette supérette, plus de lumière, tout le village est privé d'électricité. Je suis toute électrique, les fenêtres sont fermées, je ne peux pas faire à manger, je peux rien. Sur l'ensemble du pays ce soir, 219 000 foyers sont encore privés d'électricité. À titre de comparaison, au matin de la tempête du 24 janvier dernier, 1 700 000 familles étaient dans le noir.
Et puis notez que le trafic aérien a repris normalement dès 9 h ce matin sur les aéroports de la région parisienne, à Orly et à Roissy, mais avec des retards sur de nombreux vols. Image signée Marc de Langenhagen. Autre titre de l'actualité, la fièvre dans l'enseignement supérieur. Cette journée de manifestation a été largement suivie par les enseignants-chercheurs. Dans un instant, on va voir précisément quel est l'objet de la contestation et quels sont les points de vue. D'abord, reportage à Paris, Antoine Gaveau, Éric Delagneau. Sous la bannière de son université, au milieu de la manifestation, Céline Ruet. Elle est enseignant-chercheur en droit privé et en grève depuis une semaine pour la première fois de sa carrière. C'est aujourd'hui ou jamais que nous protestons et nous sommes décidés à protester jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Retirer le décret sur les enseignants-chercheurs, un mot d'ordre repris par les socialistes au même moment à l'Assemblée. Hors de question pour Valérie Pécresse. Retrait. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Mais au fond, que proposez-vous? Vous savez ce qu'on dit, monsieur Goldberg? Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Et des preuves à la communauté universitaire, nous en donnons tous les jours. Pas sûr que la déclaration d'amour convainque vraiment Céline Ruet. Sa place habituelle, la voici. Elle est docteure en droit, maître de conférences à Paris 13. Elle donne 6 heures de cours par semaine à des étudiants de tout niveau. Enseignante, mais aussi chercheuse. Autre lieu, autre travail, Céline Ruet est spécialiste de droit privé. Colloques, séminaires, publications, elle doit faire progresser sa matière. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche personnelle qui ajoute quelque chose à tout ce qui a été fait auparavant. Problème avec le nouveau décret, elle a peur d'être évaluée sur son seul travail de recherche. Selon elle, désormais, il faudra faire un choix entre ces deux casquettes, au détriment de l'enseignement. Je pense qu'on va dégoûter tout le monde et qu'on va perdre ce qui est de plus précieux finalement, c'est l'enthousiasme, le plaisir qu'ont les personnes à faire leur métier. Aujourd'hui, entre 20 000 et 50 000 manifestants ont défilé à Paris. Pour résoudre le conflit, Valérie Pécresse a nommé une médiatrice et promet une plus large concertation. Manifestation aussi dans plusieurs grandes villes universitaires, notamment ici à Lyon où ils étaient au moins 5000, chiffre de la police, et à Toulouse où on a compté entre 3 et 6000 personnes. Alors il n'est pas forcément simple d'y voir clair dans cette réforme du statut des enseignants-chercheurs qui provoque cette fronde. Au cœur du projet, il y a les modalités de leur évaluation. De quoi s'agit-il précisément? Que faut-il en penser? Voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Évaluation, le débat. Mallory Aounou, Sylvain Doba. Modifier le statut des enseignants-chercheurs, tous s'accordent à dire que c'est nécessaire. Fixé depuis 1984, il ignore une grande partie de leur mission. Pourtant, le décret aujourd'hui proposé divise. Ici, à Paris 4, le président lance un appel et demande son retrait. Son prédécesseur, lui, s'en réjouit. Il pense notamment qu'il est bon d'évaluer davantage les universitaires. C'est pas davantage, il faut évaluer les enseignants-chercheurs. Actuellement, ils sont très peu évalués, sauf au moment où ils demandent des promotions. Il faut, je trouve, non pas persécuter les gens, mais constamment être dans cette culture de l'auto-évaluation. Est-ce que vraiment je suis bien à ma place? Est-ce que, qui doit exister partout? Bientôt, on va passer plus de temps à remplir des fiches sur nous-mêmes qu'à faire notre métier. Il y a un désaccord systématique, global et général sur quels sont les critères d'évaluation. Donc, fonder tout un système là-dessus, pour le moment, c'est tout à fait prématuré. Car cette évaluation conditionnerait la gestion des carrières, la répartition entre enseignement et recherche. Le Conseil national des universités donnera son avis, mais le président aura le dernier mot. Concentrera-t-il alors trop de pouvoir? Mais c'est pas lui tout seul dans son bureau qui va dire bon, celui-là je l'aime pas, je vais lui donner un service d'enseignement très fort, celui-là il est très gentil avec moi, il est de mon bord, je vais lui donner beaucoup de temps pour la recherche. C'est pas comme ça que les choses vont se passer dans aucune université. Il y a forcément une crainte d'une influence, alors c'est pas du président, mais d'une influence qu'on pourrait appeler des apparatchiks, des administratifs et élus de l'université. Grève injustifiée pour l'un, retrait du texte inévitable pour l'autre. Valérie Pécresse compte désormais sur une médiatrice pour trouver un consensus.
L'actualité judiciaire avec ce procès qui a commencé aujourd'hui à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il y a un peu plus de 3 ans, alors âgée de 18 ans, Sherazade Belaïni avait été aspergée d'essence et brûlée vive à 60% par un homme d'origine pakistanaise qu'elle refusait d'épouser. Aujourd'hui, la jeune femme, rassemblant son courage, témoigne de son calvaire pour donner à cette audience un caractère exemplaire. Aurélia Guillemin, Mourad Bouretima. Sherazade ne dira pas un mot avant de témoigner devant la cour. Sa santé est encore très fragile, alors c'est assise qu'elle raconte ce 13 novembre 2005 où sa vie a basculé. Il est arrivé en voiture, il était très en colère, il a dit qu'il allait me tuer. J'ai voulu me sauver mais il a sorti le bidon d'essence et m'a aspergé. Tout mon corps a pris feu. Je voulais juste aller travailler. C'était il y a 3 ans, à 2 pas de chez elle. Depuis, Sherazade prépare ce procès dont elle attend beaucoup. J'ai été aspergée d'essence, voilà, j'ai eu un combat très difficile, mais voilà, maintenant, j'ai pas envie que ça recommence. Et je veux qu'on arrête, quoi. Quand il vous menaçait, vous vous disiez, il est capable de passer à l'acte? Non. Vous savez, quand on a dit, moi à l'époque j'avais 19 ans, pour moi, c'était des paroles, quoi. On ne pense pas qu'une personne peut agir, surtout pas de la sorte, quoi. Amer But était son petit ami. Dans le box cet après-midi, il fait un long récit des jours heureux avec Sherazade, jusqu'à leur rupture et le drame. Je revois les flammes tous les jours, ça crie dans ma tête. Je lui disais je t'aime et je suis la cause de son malheur. Amer But implore le pardon, mais Sherazade n'est déjà plus là pour l'entendre. On lui a rapporté ses déclarations et évidemment on peut comprendre qu'aujourd'hui elle n'est pas prête à pardonner. Un peu plus loin dans le tribunal, le père de l'accusé fait les 100 pas. Il ne peut dire que ces quelques mots. Il a fait métis. Son fils a 28 ans. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi. La justice encore en bref avec la 2e journée du procès d'Ivan Colonna. Le berger de Cargèse a placé l'audience sur le terrain politique. Il dénonce les pressions exercées selon lui par Nicolas Sarkozy pour le faire condamner pour l'assassinat de Claude Érignac. Il évoque, je cite, un procès politique, un procès d'État. La Cour n'est pas le président de la République, a répondu le président de la Cour d'assises spéciale d'appel. On en vient au dossier de la Guadeloupe. L'information du jour, c'est que le gouvernement a tranché. Il écarte toute idée d'abaissement de charges réclamée par le patronat pour compenser la hausse des salaires souhaitée par les manifestants. François Fillon l'a indiqué à la mi-journée. On écoute le Premier ministre. L'État ne saurait à l'évidence se substituer aux partenaires sociaux dans les responsabilités qui leur reviennent. Par contre, il entend tout faire pour faciliter le rapprochement des points de vue par un véritable dialogue en proposant une médiation. Yves Gégaud retourne donc à Pointe-à-Pitre ce soir pour tenter de relancer la négociation et sur place, le collectif des syndicats et associations annonce le renforcement de la grève générale. L'une des toiles de fond de ce conflit, ce n'est pas la seule, mais elle a son importance, c'est la répartition du patrimoine, de la terre et des grandes entreprises. Depuis plusieurs générations, elle est dans une large partie aux mains de quelques très anciennes familles blanches qu'on appelle les béquets. Enquête sur place, Valérie Lerouge avec Nicolas Berthelot. Des champs de canne à perte de vue, c'est l'univers de la famille Longteau depuis 1766. Hier dans le sucre, aujourd'hui dans le rhum, François Longteau est ce qu'on appelle un béquet, ou plutôt ici en Guadeloupe, un blanc-pays, c'est-à-dire un descendant de colons. 3 siècles que blanc-pays et antillais vivent ensemble, mais ne se mélangent pas. Entendre parler béquet, entendre parler ceci, non. Pour moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes tous des hommes, il y a des patrons, il y a des employés, mais ça, il y a toujours eu ça. Dans une armée, il y a ça, il y aura ça, il y aura toujours ça. Il y a au moins un point commun qui rapproche les Antillais blanc-pays, c'est la langue. Pourquoi faire pour petit bois? D'accord. François et ses employés ont souvent grandi et appris à parler dans les mêmes écoles. C'est votre langue natale, le créole? Ah ben moi je parle plus créole dans une journée que français. Particularité des blancs-pays, pas de métissage dans les mariages et souvent le sens des affaires. Ceux qui ne sont pas dans le rhum ont fait fortune dans l'import-export. C'est ici, sur les quais de Pointe-à-Pitre, que leur histoire a commencé. Cela appartient aux anciennes familles, aux Damoiseau, aux Ayotte, enfin à toutes ces familles que l'on connaît. Et aujourd'hui, ces familles se sont emparées d'une grande partie de l'économie. Ils sont 1% de la population environ et ils représentent 80 à 90% de la production. Leur fortune est colossale.
Les Blancs Pays sont en effet à la tête de toutes les grandes enseignes de l'île. Renault, Mitsubishi, Carrefour ou Monsieur Bricolage appartiennent à un seul homme, Bernard Ayotte, 110e fortune de France. La famille Lorette, elle, détient 35 entreprises ici, comme Peugeot ou les stations-service Texaco. Ces grands patrons béquets restent discrets et ont tous refusé notre demande d'interview. Seule Marie-Abraham Huyghe Despointes a accepté de nous recevoir. Épouse d'un grand industriel décédé, elle regrette aujourd'hui l'isolement des béquets dans la société guadeloupéenne. Aujourd'hui, appartenir à un groupe, c'est, à mon avis, très rétrograde et très archaïque. On ne peut pas résister, si vous voulez, à ce qui est en train de se passer. Je veux dire, les choses, elles sont inéluctables. Donc, c'est accepter, c'est changer ou périr. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si les stations-service ou les grandes surfaces sont les premières cibles bloquées par les manifestants. Les familles qui les détiennent sont devenues le symbole de la domination et de l'exploitation dénoncée par les Guadeloupéens. L'actualité à l'étranger avec une visite surprise, elle n'était pas annoncée pour des raisons de sécurité. Nicolas Sarkozy s'est rendu à Bagdad, c'est la fin d'une parenthèse diplomatique. Il invite les entreprises françaises à investir pour la reconstruction. Samassoula, Alain Dubas. Ces images tournées par la télévision irakienne ont pour Nicolas Sarkozy valeur de symbole. Elles signent le retour de la France en Irak. Une escale à Bagdad prévue, mais tenue secrète pour des raisons de sécurité. Cette visite intervient quelques jours après des élections provinciales marquant une certaine stabilisation en Irak. La France entend ainsi montrer qu'elle souhaite accompagner l'Irak dans son retour sur la scène internationale. C'était pour moi très émouvant d'être le premier président français à me rendre en Irak, alors qu'il y avait eu entre la France et l'Irak, y compris à l'époque de Saddam Hussein, bien des problèmes. Et donc c'était une visite qui a été qualifiée par le président irakien lui-même d'historique. En 2003, la France s'était opposée à l'intervention de la coalition en Irak, ce que les autorités de Bagdad ont beaucoup reproché à Paris. À l'heure où Barack Obama entame un désengagement de ses troupes, le président français veut tourner la page. Il appelle les entreprises françaises à revenir investir en Irak. Aujourd'hui, celles qui sont réellement présentes sur place se comptent sur les doigts de la main. Les élections générales en Israël, c'est le jour J. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à renouveler le Parlement, un mois à peine après la fin de l'offensive militaire à Gaza. Image ici de la ville de Sderot, tout près du territoire de Gaza. Un scrutin qui s'annonce serré et qui pourrait marquer un glissement à droite. Les premières estimations ne sont pas attendues avant 21 h. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct. Les Israéliens sont-ils nombreux à voter ? Eh bien oui, le taux de participation est plus important que ce que prévoyaient les instituts de sondage et cela pourrait nous réserver quelques surprises dans un peu moins d'une heure lorsque nous aurons les sondages de sortie des urnes. Vous l'avez dit, le score paraît très serré entre Benyamin Netanyahou, le leader du Likoud, la droite nationaliste, et Tzipi Livni, l'actuel ministre des Affaires étrangères et présidente du parti Kadima, centre droit. Cela dit, quel que soit le vainqueur de ce scrutin, il ou elle devra nécessairement former une coalition parlementaire, car personne ici, dans l'état actuel de la politique israélienne, ne peut obtenir une majorité au Parlement. Une coalition parlementaire, cela signifie nécessairement des alliances avec la droite, la gauche, les ultra-orthodoxes, et donc une instabilité gouvernementale qui serait de très mauvais augure pour le processus de paix que l'administration américaine veut relancer très rapidement au Proche-Orient. Charles Anderlin à Jérusalem. Merci Charles. Encore une image au Proche-Orient, celle de cette foule immense à Téhéran, rassemblée pour le 30e anniversaire de la révolution islamique. Dans son discours, et c'est plutôt inattendu, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré que son pays était prêt au dialogue avec les États-Unis, mais dans l'égalité et le respect mutuel. Il est 20h17, restez avec nous. À suivre, tempête en Europe, canicule en Australie, sécheresse en Argentine. Les désordres de la météo ont-ils un lien avec les changements climatiques? Plus de kilomètres pour se faire opérer. La loi sur l'hôpital est discutée depuis ce matin à l'Assemblée. Et puis l'attraction Maradona, on s'est bousculé à Marseille pour l'entendre à la veille du match amical France-Argentine. D'abord donc cette question, comment expliquer la coïncidence d'événements météo extrêmes en Australie? Les gigantesques incendies progressent toujours, entretenus par une chaleur caniculaire. L'Argentine connaît elle aussi une terrible sécheresse, alors que l'Europe vit
nous le savons bien, un hiver de grande rigueur. Faut-il lier ces désordres au changement climatique? Gilles Marinet, Frédéric Faure. Le sud-est de l'Australie est toujours la proie des flammes. 181 morts, 1 millier de maisons détruites. Un désastre attisé par la canicule et la sécheresse, elle frappe le pays depuis plusieurs années. Faut-il pour autant accuser le réchauffement de la planète? Oui, répondent certains spécialistes australiens, soutenus par d'autres climatologues dans le monde. Ces sécheresses en Australie correspondent au type d'événements qu'on attend et que tous les modèles montrent en réponse à une augmentation des gaz à effet de serre et au réchauffement que ça provoque, au réchauffement global que cela provoque. Selon les travaux du laboratoire français de météorologie, le sud-ouest des États-Unis, le pourtour méditerranéen et l'Australie sont directement victimes du réchauffement. Mais tous les scientifiques ne sont pas aussi affirmatifs. Les causes de la sécheresse en Chine et en Argentine, par exemple, font polémique. Certains affirment que le climat évolue spontanément avec des cycles naturels. Tous, en tout cas, reconnaissent la difficulté d'établir des prévisions à long terme. Les prévisions régionales sont encore, au jour d'aujourd'hui, presque très rares et très difficiles. Autre débat, les événements extrêmes, cyclones, tempêtes ou inondations, comme ici en Australie ou encore au Maroc. Phénomènes isolés ou conséquences du réchauffement global, là encore, la question divise. Difficile dans ces conditions pour les responsables politiques de se faire une opinion et surtout d'agir. En Syrie, confronté à la pire sécheresse depuis 40 ans, le président Bachar al-Assad vient de convier tous les fidèles à prier pour la pluie. Et alors que les pays du monde se retrouveront dans quelques mois pour reparler du protocole de Kyoto, voici l'exemple d'une scientifique qui a décidé de mettre sa vie en accord avec ses convictions. Pour ne pas dégager d'émissions de carbone, elle a renoncé au confort moderne. Plus un bain chaud, plus de chauffage, plus de télévision depuis 36 ans. À Londres, reportage Maryse Burgot, Nick Bousby. Un appartement cosy dans le sud de Londres, pas d'ordinateur mais une bonne vieille machine à écrire. Et pour ranger les dossiers, cette mathématicienne au quotient intellectuel très élevé a choisi la cuisinière. J'ai cette cuisinière depuis 40 ans. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était en 1972. On ne dirait pas qu'elle est si vieille. 1972, Madame Pic débranche son frigo et décide de se nourrir exclusivement de germes de blé, de noix et de fruits. Elle coupe l'eau chaude et le chauffage. Pour économiser encore plus d'énergie, elle s'éclaire avec une seule ampoule à basse consommation. Cela fait donc aujourd'hui 36 ans qu'elle n'a pas mijoté de petits plats dans ses casseroles. Il faut considérer l'énergie comme un univers financier. Le pétrole représente nos réserves, le nucléaire est notre capital et finalement le soleil est notre revenu. Apprenons donc à vivre avec seulement nos revenus. Son obsession, diminuer au maximum son empreinte énergétique. Pas question donc de mettre les pieds dans une voiture, Madame Pic court en permanence. Il n'y a rien de mieux pour garder l'esprit alerte. Dans cet esprit sportif est donc née une théorie exposée dans quelques revues scientifiques crédibles. Les dépenses d'énergie sont devenues une façon de mesurer le statut social de chacun. Des voitures de plus en plus grosses et de plus en plus rapides. En fait, tous ces gens se retrouvent otages de leur statut. La société de consommation n'a jamais rattrapé Madame Pic, elle va trop vite. Elle est d'ailleurs toujours la première à la bibliothèque tous les matins pour consulter la presse. Elle note, entre autres, les noms des éditeurs, des physiciens, des chercheurs à qui elle enverra des lettres pour détailler son combat. Lorsque vous cherchez quelque chose sur Google, vous utilisez autant d'électricité que pour faire une tasse de thé. Je Google donc le moins possible. Lorsqu'elle rentre chez elle au 5e étage, Madame Pic n'utilise jamais l'ascenseur. Elle admet volontiers que ses choix sont un peu extrêmes. Elle ne prétend d'ailleurs pas être un exemple à suivre, mais simplement à méditer.
Et puis à propos d'environnement, cette scène étrange aux Philippines, des dizaines et des dizaines de dauphins complètement perdus dans les eaux peu profondes de la baie de Manille. Les mammifères ont tourné en rond pendant des heures, des centaines de bénévoles, de pêcheurs ont tenté de les repousser vers le large. Selon les experts, un séisme sous-marin pourrait avoir endommagé les tympans des dauphins, provoquant ainsi une perte du sens de l'orientation. Enfin, un mot du Grenelle de l'environnement. Après l'Assemblée, le Sénat l'a adopté tout à l'heure à l'unanimité. Seul le Parti communiste s'est abstenu. La santé, avec le début de l'examen du projet de loi de Roselyne Bachelot à l'Assemblée. Il y a les mesures contre les déserts médicaux, on l'évoquait hier. Et puis il y a l'hôpital, avec une mesure phare, le regroupement des services. Certains établissements l'ont déjà expérimenté. L'une de nos équipes s'est rendue à Champagnole, dans le Jura, dont le bloc chirurgical vient de fermer. Les patients doivent désormais faire plus de route pour se rendre à Lons-le-Saunier, où il a été transféré. Alors, quel est le premier bilan? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathalie Sapena, Bruno Vignet. Champagnole, 8500 habitants au cœur du Jura. Un hôpital depuis 40 ans, mais plus de chirurgie depuis une semaine. Le 31 janvier, il n'y avait plus aucune intervention. Ici, il y a encore quelques jours, s'activaient 2 chirurgiens, 4 anesthésistes, une dizaine d'infirmières pour 1700 interventions par an. Depuis 30 ans, il consacre sa vie à l'hôpital. Un sacerdoce de garde une nuit sur 2. Le docteur Vigan est l'un des 2 chirurgiens de Champagnole. C'est un petit kyste tout à fait banal. Aujourd'hui, selon la nouvelle organisation, il consulte encore à Champagnole une fois par semaine. Il y pratique même de petites interventions sous anesthésie locale. Je l'ai fait ici sur le site de Champagnole pour rendre service aux gens plutôt que de les faire descendre à Lons pour le même geste. Ça m'inquiète de plus s'ils font ailleurs et puis c'est pas sur place. On voit qu'il a 88 ans, il peut plus conduire comme il faut. Car il faut parcourir maintenant 35 km de route de moyenne montagne. À Lons-le-Saunier, l'hôpital se prépare à absorber les patients, mais aussi les médecins de Champagnole. En spectateur, le docteur Vigan vient découvrir le bloc où il opérera désormais dans des conditions bien meilleures. À Champagnole, j'étais obligé de me limiter dans mon activité parce que j'avais pas de service de soins continus ni de service de réanimation derrière. Donc là, j'ai un plateau technique beaucoup plus performant. Plus de médecins, plus d'opérations. L'hôpital de Lons va se renforcer à la grande satisfaction des équipes. Pour Lons, oui, à terme, oui, je pense que ce sera mieux. Au lieu d'être 3 viscéraux, on est 4 pour prendre les gardes. Moi, je trouve que c'est mieux. Avec la fermeture des petits blocs chirurgicaux enclenchés depuis 3 ans, c'est toute la carte hospitalière qui est redessinée. Le projet de loi Bachelot va accélérer la fin des hôpitaux de proximité. Il est très difficile d'expliquer aux gens qu'une meilleure sécurité des malades ne passe pas par une plus grande proximité. Dans la région de Champagnole, la population est vent debout. Les manifestations ont été nombreuses. Députés et maires, tous élus pour s'opposer au transfert de la chirurgie. Leur angoisse, que l'hôpital périclite. Demain, quel patient va aller consulter un médecin de médecine générale s'il n'a pas la garantie d'être opéré dans le même établissement? Lons-le-Saunier espère recevoir 80% des patients de Champagnole. Encore faudra-t-il les convaincre. En bref, en Italie, la polémique continue après la mort d'Eluana Englaro. La jeune femme, dans le coma depuis 17 ans, on en parlait récemment, est morte hier soir à la demande de son père. Vous le savez, le débat sur l'euthanasie divise profondément l'Italie. Et après l'annonce de ce décès, devant la clinique, la police a dû s'interposer pour éviter des affrontements. Les esprits se sont échauffés également au Sénat, où se tenait précisément un débat sur le sujet. En bref, encore un chiffre encourageant en France pour la sécurité routière. L'année commence plutôt bien. Le nombre de tués sur les routes est en baisse, moins 11,9% en janvier par rapport au même mois de l'année dernière. L'ambiance du vieux port de Marseille à Paris, c'est à découvrir au Théâtre Antoine, dans César, Fanny, Marius. L'adaptation de la célèbre trilogie de Marcel Pagnol est signée Francis Huster, que l'on retrouve aux côtés de Francis Weber, de Francis, l'association de 2 grands noms, Abdel Mostefa, Claire-Marie Denis. L'un incarne le truculent cafetier César. La vérité, Marius, c'est que tu es mou et paresseux. Tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là ne passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. L'autre s'est choisi le rôle du commerçant Panis.
Quand un homme de 50 ans, qui n'est pas sûr de faire un enfant, en trouve un, tout fait, il le prend, sans poser de questions. Weber, Huster, deux comédiens dont les chemins se croisent depuis le cours Florent et les prix du conservatoire. Monsieur le jury, veuillez appeler monsieur Weber. Veuillez appeler monsieur Huster. Deux compagnons de route qui ne s'étaient pas affrontés sur scène depuis 20 ans. Quand tu attrapais 200 lignes à l'école, tu venais chez moi, tu me les faisais faire à ta place, et toi, pendant ce temps, tu mangeais mes berlingots. Ceux que j'aime pas, je les emmerde pas, m'en fous. Et là, on s'est emmerdé l'un l'autre, mais c'est exactement Pani, c'est Pani, c'est César qui s'adorent, mais c'est qu'ils sont capables de se menacer, de se tuer. Et ça donne une... Mais on a failli se tuer. Ah, on a failli se tuer. Bon, moralement, ça me fend le cœur. Allons, César, ne prends pas ça au tragique. Huster met en scène. Sans en avoir l'air, je suis trop sentimental, quoi. Weber se régale. À moi, il me fend le cœur. Et à toi, il fait rien. Moi, il m'a rien dit. Et l'on goûte à nouveau le savoureux théâtre de Pagnol. On reste à Marseille avec l'attraction Maradona. On se bouscule depuis hier pour le voir et l'entendre à la veille du match amical France-Argentine. Plus de 500 personnes s'étaient massées hier pour assister à l'entraînement de l'équipe d'Argentine que Maradona entraîne désormais. Et le turbulent sélectionneur, pour sa première conférence de presse cet après-midi, s'est dû toucher par cet accueil. Il s'est souvenu d'un temps où il avait failli jouer à l'OM. On l'écoute. Je suis très heureux d'être à Marseille, car à l'époque de Bernard Tapie, j'ai été très proche de jouer ici. Mais que les gosses me reconnaissent, ça m'a vraiment surpris. Vraiment surpris, parce que c'était il y a bien longtemps. Et puis du rugby, on connaît la composition du 15 de France qui affrontera l'Écosse au Stade de France. 4 changements pour cette deuxième journée du tournoi Destination. À l'arrière, Cédric Emmons retrouve son poste. À l'avant, Romain Miłoszewski remplace Sébastien Chabal en première ligne. À noter les retours de Fabien Barcella et Nicolas Mas. Match à suivre sur France 2 samedi à partir de 16h. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. En Guadeloupe, c'est le retour à la case départ. François Fillon écarte l'idée de subventionner les entreprises pour augmenter les bas salaires, comme le réclament les manifestants. Yves Gégaud retourne sur place ce soir avec 2 médiateurs. Et puis la fronde du monde de l'université et de la recherche. Entre 40 et 80 000 personnes ont défilé en France. Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur, maintient son projet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. À 20h35, la première partie d'un téléfilm inédit et de prestige, La Reine et le Cardinal avec Alessandra Martinez et Philippe Torreton. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.